Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 23 juin. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous débuterons ce journal à Strasbourg dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres, une délégation monégasque qui est actuellement aujourd'hui focus sur la session plénière d'été de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de faire paraître son Monaco en chiffres. Avec nous, le directeur de l'INSEE, il reviendra sur les enseignements que l'on peut tirer de ce recueil pour l'année 2025. La place d'Armes s'est transformée en un lieu de recueillement et de résistance pour dire non à la violence faite aux enfants à travers le monde. Charlotte Casiraghi sera notre invitée à la veille de l'ouverture de la semaine philo avec des rendez-vous dans plusieurs lieux de la ville. Vous verrez qu'il sera question cette année de désir. La présentation de la 10e édition de UPent, un événement dédié au street art sur la promenade du Larvoto. Et enfin, retour sur le traditionnel gala du Grand Cordon d'Or avec les nouveaux récipiendaires. Cette association met en avant la cuisine française. À Strasbourg, après le ministre d'État, c'est Isabelle Béraud-Amadei qui a pris la parole ce mardi lors de la session plénière d'été de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. La ministre des Relations extérieures et de la coopération s'est exprimée dans le cadre de la présidence monégasque du Comité des ministres. Les détails de notre équipe sur place, Émilie Rousseau et Lionel Bernardi. Depuis le 15 mai dernier, Monaco assume la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. L'opportunité pour la principauté de réaffirmer son engagement en faveur des valeurs de l'organisation internationale et de participer au renforcement de la coopération européenne sur des défis majeurs. En début de semaine, cette présidence a été marquée par un nouveau temps fort, la prise de parole du ministre d'État Christophe Mirmand, puis de la ministre des Relations extérieures et de la coopération Isabelle Béraud-Amadei à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Le dialogue, la coopération et le multilatéralisme doivent demeurer notre feuille de route. C'est cet héritage qu'il nous appartient de préserver, de renforcer et de transmettre aux générations futures. C'est également dans cet esprit que la principauté de Monaco entend inscrire son action à la tête du Comité des ministres au cours des prochains mois. I think that Monaco and the Council of Europe absolutely share the same values, the same ideas, and I very much appreciate that on the one hand Monaco has chosen these priorities which it has chosen because I think they're really timely, so to support Ukraine in a very broad sense, but also to have a focus on children and young people is really very important and timely. And also when it came, we had a long conversation about how to save or how to foster multilateralism. La prise de parole d'Isabelle Béraud-Amadei à l'Assemblée parlementaire a été l'occasion de faire le point sur les travaux du Comité des ministres menés sous présidence monégasque. Une responsabilité historique pour la principauté qui s'inscrit dans une période charnière pour l'Europe qui fait face à de nombreuses crises. C'est la première fois qu'en tant que présidente du Comité des ministres, j'ai l'honneur de m'exprimer devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. À un moment où nous avons entamé la présidence depuis maintenant un peu plus d'un mois, donc nous sommes au cœur de cette présidence. J'ai pu réaffirmer devant les parlementaires que nous abordons ce moment dans un moment charnière, vous l'avez dit, avec des crises multiples, non seulement à l'extérieur du continent européen, mais aussi avec la guerre d'agression qui continue par la Fédération de la Russie contre l'Ukraine. Donc un moment important pour rappeler la pertinence du modèle européen et notamment de s'unir les 46 États membres autour des valeurs qui sont défendues par le Conseil de l'Europe. Au sein de l'hémicycle de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, la principauté est représentée par 4 élus du Conseil national. Béatrice Fresco-Rolfo est la chef de cette délégation composée de Christophe Bricot, Christine Pasquier-Choula et Régis Bergonzi. Je crois qu'ici, il y a un de mes collègues qui l'a rappelé, on est dans la maison de la démocratie et des droits de l'homme et donc là, c'est important pour nous d'être là et de travailler, d'apporter un peu notre touche et en même temps de récupérer aussi des idées, des bonnes pratiques et aussi des résolutions qui peuvent être quelquefois appliquées à Monaco.
Et on le précise, Monaco préside également 2 commissions au sein de la PCE. Oui, nous avons l'honneur avec Christophe Bricot et moi-même de présider 2 commissions. Donc lui préside celle du règlement qui est assez importante au sein de la PCE et moi celle de l'égalité et de la non-discrimination qui, vous comprendrez bien, va tout à fait avec les sujets que je défends et ici et au Conseil national. 1 mois et demi après avoir pris la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe, Monaco entend marquer son mandat par un programme politique et culturel ambitieux guidé par un fil conducteur clair, la protection de tous par une organisation efficace pour répondre aux défis contemporains. Il est frais, il est beau, il est tout nouveau. Mon Monaco en chiffres, l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques a analysé les principales données émises par l'INSEE au cours de ces derniers mois, en avant-première pour les membres du Monaco Economic Board. Le directeur de l'INSEE est avec nous, Alexandre Bubiot, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous venez de présenter le recueil 2025 de l'INSEE. On peut dire que c'est la Bible statistique de la principauté en quelque sorte ? Alors moi, c'est toujours une information qui me fait plaisir quand on appelle ça la Bible. Nous, ça fait 15 ans que l'INSEE publie ce recueil et on est toujours content de le partager grâce au MEB lors de ces conférences pour faire connaître les chiffres de Monaco au plus grand nombre de personnes possible. Et qu'est-ce que l'on retrouve dans ce Monaco en chiffres ? Quelles sont les statistiques intéressantes ? Alors, j'ose espérer dire tout. On trouve tous les chiffres que nous on publie tout au long de l'année, donc c'est vraiment un recueil complet de ce qu'on peut faire comme étude. Vous allez retrouver sur de la géographie, mais vous allez retrouver sur les résidents monégasques, sur les salariés, sur le chiffre d'affaires, le commerce extérieur, beaucoup d'informations économiques, avec des nouveautés cette année comme une étude sur les salaires. Donc pour la première fois, on va publier les salaires de la principauté du secteur privé, que ce soit par grand secteur d'activité, que ce soit par sexe, que ce soit par tranche. Donc on a essayé d'être de plus en plus proches pour rendre nos chiffres lisibles, que les gens comprennent ce que c'est que l'économie de Monaco. Et concernant les salaires, qu'est-ce que l'on peut constater justement ? Mais vous avez beaucoup d'informations puisqu'on a travaillé, toutes les données sont en équivalent temps plein, c'est-à-dire qu'on est repassé. On a reconstruit donc sur les 169 heures parce que tous les pays publient leurs statistiques sur les salaires en équivalent temps plein, donc pouvoir avoir quelque chose de comparable. Donc nous, à Monaco, par exemple, on va prendre la médiane, on est à quasiment 3 500 euros par mois, alors que le même chiffre en France, il est de 2007. Mais il faut savoir qu'en France, ils sont 165 heures et nous 169 heures, donc on travaille un peu plus. Mais on parle en net ou en brut là ? On parle en brut. Mais justement, c'était la deuxième partie de ma phrase, c'est qu'en plus, il y a moins de charges sociales à Monaco qu'en France. Donc il y a vraiment aujourd'hui un intérêt, et on le voit sur le nombre de l'emploi qui progresse d'année en année. Donc d'ailleurs, même sur le premier trimestre 2026, donc ça c'est les chiffres que vous ne trouvez pas dans le Monaco en chiffres, puisqu'ils portent sur les données 2025, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. On s'aperçoit que l'emploi a encore progressé sur le premier trimestre 2026 et il a dépassé le record de 2024. Donc on voit qu'on a une économie qui est dynamique, qui emploie, et je pense que les salaires ne sont pas... c'est une des raisons qui fait que Monaco soit aussi attractif. Il y a d'autres choses à retirer de ce Monaco en chiffres que vous pourriez donner aux téléspectateurs, des données atypiques par exemple ? Il y a un tas de chiffres sur Monaco, vous avez tout ce qui est fréquentation des musées, vous avez le nombre de visiteurs, vous avez, je ne sais pas moi, toute l'économie, donc secteur par secteur, qui est expliquée à travers le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, le nombre d'établissements. Vous avez le PIB aussi qui est présenté. Vous avez toute une partie sur l'environnement, donc sur le nombre, la surface et le pourcentage d'espaces verts en principauté, sur les taux de pollution, sur la qualité des eaux de baignade. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont vraiment très, très larges. On essaye de couvrir le maximum de secteurs, ou de types d'activités de la principauté pour être le plus proche possible et pouvoir renseigner une personne qui aujourd'hui ne connaît pas Monaco. Il arrive, il prend le Monaco en chiffres, il a quasiment la réponse à toutes ces questions. Et justement, comment peut-on se procurer ce Monaco en chiffres ?
Alors, tout simplement, il est à la vente dans nos services, donc à l'INSEE, 9 rue du Gabian, au prix de 15 €. Mais vous pouvez aussi le télécharger gratuitement sur notre site en version numérique. Alexandre Bubio, merci. Écoutez, avec plaisir. Ce lundi soir, la place d'Armes s'est transformée en lieu de recueillement et de résistance. Des dizaines de Monégasques, aux côtés du maire et de plusieurs personnalités de la principauté, se sont réunis pour dire non à la violence faite aux enfants. Un rassemblement sur un sujet qui est un fléau partout dans le monde. Le reportage de Christina Petit-Homel et Camille Caloni. Une minute de silence, un chant, les notes d'un violoncelle. Hier soir, la place d'Armes portait le poids d'une douleur universelle, celle des enfants victimes de violences. Des chiffres qui donnent le vertige. À l'échelle mondiale, 1 milliard d'enfants ont été victimes de violences au cours de l'année écoulée. En France, ce sont 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles chaque année, soit un enfant toutes les 3 minutes. Et plus de la moitié de ces violences se produisent au sein même de la famille, loin des regards. C'est pourquoi hier soir, à Monaco, ils ont choisi de ne pas se taire, même si, ici, tous s'accordent à dire que nous sommes assez privilégiés. Cette manifestation, c'est surtout un cri du cœur d'une maman qui est un petit peu bouleversée par l'actu dans notre pays voisin. Et ça m'amène au constat de me dire qu'à Monaco, on a énormément de chance. On le sait, on est privilégié. On sait aussi que la sécurité, c'est un facteur d'attractivité prépondérant. Et ça, c'est vrai, au quotidien, on le voit. Et puis c'est surtout, ça s'inscrit dans le cadre de l'actualité avec la présidence de Monaco au comité des ministres du Conseil de l'Europe. On a ce sujet qui est crucial. On sait Monaco attendu au tournant sur ces questions des violences contre les plus vulnérables, les femmes, les enfants. L'enfant, on doit vraiment le laisser au cœur de la société. On ne peut pas le laisser partir à l'écart. C'est notre futur, c'est le futur de l'humanité. Donc oui, c'était important d'être là. Et puis on était heureux de voir qu'il y avait du monde, que d'autres associations se sont jointes à cette action. Il y avait aussi Entre Parents, il y avait des sages-femmes, il y avait des gens de la petite enfance, il y avait des mamans avec des bébés. Il faut bien prendre conscience quand même que la violence n'a pas de frontières. Ça veut dire qu'il y a malheureusement des cas de violence sur enfants. La force de Monaco, c'est d'agir vite, d'agir très très vite, que ce soit les associations, on collabore très facilement avec la sûreté publique, avec la justice, avec les services sociaux. Et on ne pourrait pas voir ce qui s'est passé en France sans Principauté de Monaco. Oui, bien sûr, des prédateurs, il peut y en avoir. Il faut écouter nos enfants, être très attentif à des changements de comportement, à des changements d'attitude. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où des faits seraient dénoncés, en Principauté de Monaco, la force, c'est d'aller vite et de punir vite. Un rassemblement discret mais chargé de sens dans ce petit État qui n'en finit pas de porter de grands combats dans cette principauté habituée à faire entendre sa voix sur la scène internationale. Ce lundi soir restera gravé comme un moment de prise de conscience collective. Demain sera donné le top départ de la semaine Philo Monaco du mercredi 24 donc au dimanche 28 juin avec de nombreux rendez-vous, que ce soit les traditionnelles matinales philo, cette année sur la promenade Honoré II, ou encore des déjeuners, des ateliers, des rencontres philo au théâtre Princesse Grace. En résumé, la philosophie investit la principauté le temps d'une semaine. Et pour en parler, nous recevons Charlotte Casiraghi, la fondatrice des rencontres philosophiques de Monaco. Voici son entretien. Charlotte Casiraghi, bonsoir. Bonsoir. On rentre dans le vif du sujet, un lieu et une formule qui ont un peu changé pour les matinales philo. Oui, alors c'est vrai que nous avons changé les formules puisque nous ne serons pas malheureusement au marché de la Condamine, mais en travaux. Voilà, qui est en travaux, donc nous serons devant la médiathèque. Avec une nouvelle thématique pour ces matinales. Donnez-nous envie d'y aller, puisqu'il me semble en plus que la thématique, c'est l'envie, le désir. Oui, alors cette semaine est consacrée à la thématique du désir et nous allons aborder beaucoup d'aspects du désir et il y a beaucoup de confusion aussi entre désir, plaisir, besoin, pulsion et que nous aurons l'occasion d'aborder le champ du désir sous de multiples facettes. Alors c'est la thématique principale, la matinale philo, mais les autres rendez-vous aussi, ça va être la thématique principale. Pourquoi le désir ? Alors la question est un peu naïve, parce que la thématique, moi je la trouve très bien, mais c'est votre réponse qui m'intéresse. Pourquoi le désir, au point d'y consacrer toute une semaine ?
Nous sommes des êtres de désir, que le désir est ce qui nous meut profondément, c'est ce qui peut-être met en mouvement nos actes, nos décisions, nos choix, que ça engage l'être dans une dimension beaucoup plus forte que le simple plaisir. Et qu'aussi peut-être aujourd'hui le désir est en berne, au sens où nous sommes toujours pris dans un flux continu de sollicitations, d'excitation, d'une rapidité qui fait que nous supportons moins le manque, la frustration. On n'attend pas d'avoir le désir en fait, c'est ça. Oui, on l'a tout de suite, on a tout de suite ce qu'on veut. Oui, et puis c'est aussi aller vers son désir, c'est aussi supporter justement la séparation, le manque, les obstacles, et que le désir ne demande pas forcément à être pleinement satisfait. C'est une énergie qui nous pousse vers l'avant. Alors on a parlé un peu des matinales philo, il n'y a pas que les matinales, il y a plein de rendez-vous tout au long de la semaine. Oui, il y a beaucoup de conférences, de discussions, de débats, de plein de moments différents consacrés à des aspects très différents du désir. Donc je crois qu'il y en a pour tous les goûts et qu'on peut vraiment trouver son bonheur dans son le désir. bonheur, voilà. Qu'est-ce que vous attendez de ces rencontres philosophiques ? Comme chaque de ces semaines philosophiques. C'est l'occasion de pouvoir explorer un peu plus en profondeur une thématique parce que c'est très difficile en une heure ou deux de pouvoir approfondir une question aussi vaste que le désir. Donc le fait que nous pouvons prendre le temps et que c'est aussi des temps d'échange, même en dehors des rencontres et des conférences. C'est une chance que d'avoir autant de philosophes, d'intellectuels, de penseurs, d'écrivains, d'écrivaines, de personnes aussi brillantes et engagées, et que voilà, je me réjouis toujours d'avoir cette semaine entière pour réfléchir à plusieurs. Oui, vous l'avez abordé, ce sont chaque année des intervenants de qualité, si j'ose dire. Ce sont des intervenants pointus qui savent de quoi ils parlent. Oui, on essaye toujours de choisir, en tout cas, des intervenants qui ont travaillé sur la question ou qui ne sont pas seulement philosophes, parce que nous avons aussi beaucoup de médecins, de psychologues, de sociologues, de juristes parfois, d'historiens, de politologues. Donc voilà, c'est vraiment aussi, la philosophie, c'est pas une abstraction conceptuelle uniquement, c'est quelque chose qui nous permet de penser les questions les plus concrètes qui nous traversent, et que donc du coup de le mêler aussi avec des personnes qui sont plus engagées sur le terrain, c'est toujours passionnant. Et à qui s'adressent ces semaines philo ? Pas forcément à des amoureux de la philosophie. Non, parce que la philosophie n'est pas réservée à ceux qui l'étudient. Elle doit rentrer dans la vie de la cité. Elle s'immisce dans notre quotidien, dans nos gestes parfois les plus anodins. Il y a de la philosophie, et que je crois que tous les êtres humains sont mus par un désir de vérité. Mais ce que nous apprend la philosophie, c'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement posséder de manière si simple, et qu'elle est toujours en mouvement. On est toujours amené à se re-questionner, à douter, à faire l'épreuve de ses convictions, et de pouvoir se déplacer un petit peu de nos réflexes quotidiens, de nos opinions, de nos préjugés. C'est une gymnastique qu'on devrait tous pratiquer. Voilà. Alors on change complètement de sujet pour finir, parce qu'il y a une autre manifestation qui est chère à votre cœur, j'imagine, c'est le jumping international de Monte-Carlo. Là aussi, ça a changé de date. Ça va se dérouler d'ailleurs très bientôt, du 2 au 4 juillet. Vous suivez toujours le jumping avec intérêt ? Oui, je suis toujours, mais malheureusement, j'ai pas toujours le temps d'être au parfum des derniers résultats. Et puis, voilà, je suis toujours aussi passionnée
Mais c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de suivre beaucoup de compétitions récemment, donc je vais essayer de rattraper un petit peu ça pendant le jumping. Exactement, du 2 au 4 juillet. En attendant, dès demain, mercredi, c'est le début de la semaine philo à Monaco. Alors pour découvrir les dates, les lieux, les thématiques, vous pouvez aller sur le site des rencontres philosophiques de Monaco. Charlotte Casiraghi, merci d'avoir répondu à mes questions. Sachez que les matinales philo seront retransmises sur Monaco Info tous les matins dès 9h à partir de ce jeudi. La mairie et la direction du tourisme et des congrès lancent la 16e opération de sensibilisation Monaco zéro déchet. Il s'agit de la mise à disposition de petits cendriers de poche dans différents points à Monaco. Les détails avec Marjorie Crovetto, adjointe au maire en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable. Un mégot par terre, c'est 500 litres d'eau qui vont être pollués. Ça met 10 ans aussi à être donc désintégré par la nature. Et il y a des millions et des millions de mégots qui sont jetés par terre chaque année. Donc c'est vraiment un fléau auquel on essaye de remédier. Les fumeurs qui sont au quotidien à Monaco et aussi ceux qui sont de passage, puisque l'été, il y a beaucoup de touristes aussi qui viennent en principauté. Il faut être vraiment conscience que ce petit mégot qui a l'air, on va dire, inoffensif, en fait, est très agressif et vraiment est un fléau pour l'environnement. Et qu'ils les mettent plutôt dans notre petit cendrier de poche. Vous pouvez les retrouver donc traditionnellement dans le hall d'accueil de la mairie de Monaco, à la médiathèque également, et dans tous les points d'information de la direction du tourisme et des congrès. Donc les hôtesses vous les distribueront, aussi au bureau central. Et cette année, donc c'est un petit peu la nouveauté de 2026, vous pouvez le retrouver donc sous le barnum du marché de la Condamine, à côté de la bibliothèque partagée. La No Finish Line réunissait pour sa dernière édition 14 400 participants qui ont parcouru 375 245 km précisément. Lundi soir, l'association a réuni les bénéficiaires des différents projets soutenus pour leur remettre les chèques de cette 26e édition. On écoute la présidente de Children and Future, Ariane Favaloro, au micro d'Alexandra Pani sur des images de Thomas Deus. 375 245 km qui ont été réalisés, donc c'est la même somme qui a été reversée à différents projets. On reçoit des appels à projets via notre site et aussi on a des bénévoles qui ont des connaissances, des associations qui les contactent et donc ils nous présentent les projets et après une commission les étudie. Et bien sûr, il faut qu'il y ait un suivi, une fiabilité. Mais c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est qu'on est assez rapide dans nos décisions. Donc ça surprend toujours les associations, mais et après on les contacte et on voit ce qui est faisable ou pas. Et voilà. On a eu beaucoup de nouvelles associations cette année, beaucoup de demandes pour des enfants, parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui est thérapie, c'est pas pris en charge par la Sécu et ces parents ne peuvent pas faire bénéficier leur enfant de tous ces stages cognitifs de rééducation. C'est super et puis voir tous ces enfants qu'on peut aider, la vie des parents qu'on arrive à améliorer, on ferait que pleurer toute la soirée en fait, mais voilà, c'est pour la bonne cause. Et l'on connaît à présent les dates de la prochaine édition de la No Finish Line. Ça sera du 14 au 22 novembre dans le quartier de Fontvieille. Upent célèbre ses 10 ans avec une édition anniversaire particulière. 17 grands noms du street art sont réunis au Larvoto pour 5 jours de performance en direct avec une vente aux enchères au profit de la Fondation Prince Albert II. Reportage de Vanessa Dessy et Camille Caloni. Pendant 5 jours, Upent Monaco transforme le Larvoto en véritable village du street art. Performances en direct, installations interactives et rencontres avec les artistes rythmeront les journées. Sans thème imposé pour cette édition anniversaire, les créateurs disposent d'une totale liberté d'expression pour célébrer les 10 ans du festival. On a choisi plutôt des participants qui sont venus, ça fait 8 ans, 7 ans. Donc un groupe très soudé. Les artistes internationaux, ils veulent venir. Ils nous envoient des recommandations personnelles. C'est des choses incroyables. Et nous essayons de travailler sur les nouveaux les années qui viennent, qui soient toujours des gens bien, des gens connus, réputés, qui ont de la valeur, mais surtout de l'humanité. Pour cette édition anniversaire, Upent Monaco réunit 17 artistes emblématiques, dont Mr. Wanties, fidèle au festival depuis sa création. Tous ont contribué à écrire l'histoire de cet événement monégasque. Je suis là depuis les débuts et même en fait avec les Coleman, ce qui était rigolo, c'est que bien avant Upaint, il m'avait fait venir pour la femme de l'année, où j'avais réalisé une performance graffiti de 4 tableaux sur la place du Casino. Et en fait, ils avaient trouvé ça tellement cool qu'ils m'avaient dit un jour, il y aura un événement.
Et puis finalement, YouPaint est arrivé et donc je suis ravi d'être là parce que c'est un peu mon 10e anniversaire de YouPaint, dans cette famille avec les Coleman, entouré de tous ces artistes extraordinaires et c'est toujours aussi motivant et plaisant de partager ce temps avec eux, d'échanger et en même temps de faire des œuvres qui sont faites pour une bonne cause. Les 42 œuvres réalisées en live seront proposées lors d'une vente aux enchères ce jeudi à l'Hôtel des Ventes Monte-Carlo. Tous les fonds récoltés seront reversés au profit de la Fondation Prince Albert II pour ses actions en faveur de la planète. Hier soir avait lieu le traditionnel gala du Grand Cordon d'Or, une cérémonie durant laquelle sont intronisés les nouveaux récipiendaires au sein de cette association qui met en avant la cuisine française. Une soirée mêlant tradition et gastronomie. Retour en images dans ce reportage signé Alban Jean-Jambre et Julien Laugier. C'est sur les notes de l'hymne de la confrérie du Grand Cordon d'Or que les chefs entrent en scène. Depuis 50 ans, la confrérie perpétue l'héritage de la cuisine française. Chaque année, de nouveaux récipiendaires sont intronisés. Ce soir, ils reçoivent le traditionnel adoubement à l'aide d'une cuillère en bois. C'est vraiment une reconnaissance pour la maison Anour Chocolat, une reconnaissance au travail de création. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, je suis très touchée. J'apporte mon savoir breton, ma cuisine de la mer. C'est important pour moi de faire partie d'une association comme ça. Faire partie de la confrérie, c'est faire partie d'un réseau, c'est partager et transmettre son savoir-faire. Ce cordon d'or, c'est aussi la récompense d'un parcours professionnel. On est très content d'avoir effectivement de grands professionnels. Ce soir, par exemple, on aura parmi les chefs, il y en a beaucoup, on a quand même 3 meilleurs ouvriers de France. On a M. Jean-Luc Lourd, M. Luc Gamel, M. Jean-Claude Bougel. On a beaucoup de chefs qui ont été étoilés ou qui sont aujourd'hui étoilés. On a aussi maintenant de plus en plus de femmes chefs. Il faut aussi que la personne soit aussi belle que le parcours. C'est très important. C'est-à-dire qu'ensuite, on va s'investir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des moments caritatifs. Et donc, il faut qu'on ait en face de nous aussi des très belles personnes. Ces nouveaux membres de la confrérie ont désormais pour mission de transmettre et faire rayonner les traditions de la cuisine française. Nous en avons parlé dans cette édition et ce sont les photos de fin de journal. La nouvelle édition de YouPaint du 21 au 25 juin. Ce rassemblement de street artistes célèbre son 10e anniversaire sur l'esplanade du Larvoto. Ce sont des photos de Manuel Vitali. À suivre la météo caniculaire d'Alexandra Pagny. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Portez-vous bien. À demain. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ces prévisions météo. L'alerte canicule se poursuit ce mercredi, temps largement ensoleillé et des températures qui atteindront les 32 degrés. L'index UV affichera un niveau 7, il faudra bien se protéger. Et pour les baigneurs, la mer affiche 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h47 et se couchera à 21h17. Comme chaque mardi, nous vous proposons également un aperçu de la météo de l'eau en partenariat avec la Société monégasque des eaux. Cette semaine, l'indicateur affiche la couleur jaune, ce qui signifie que les sources de Monaco couvrent 25 à 50% de notre consommation. Les bons gestes et les économies d'eau sont encouragés. Ce 24 juin, nous fêterons les Jean-Baptiste et il s'agit également de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie. Je vous souhaite une excellente soirée sur Monaco Info.